Ce matin, Pascal Pavageau, bonjour. Bonjour. Nouveau secrétaire général de Force ouvrière, merci, c'est une première ici. Merci à vous. Vous avez remplacé Jean-Claude Mailly. J'ai appris, en travaillant cette interview, que vous connaissiez bien Emmanuel Macron. C'est vrai? Enfin, bien. Je le connais. Oui. On s'est croisés du temps où il était à l'Élysée, secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ensuite évidemment ministre de l'économie. Moi, j'avais en responsabilité au titre de Force ouvrière, notamment l'économie. Donc évidemment, je l'ai beaucoup croisé à Bercy. Oui, vous vous tutoyez? Nous à l'époque, à l'époque. À l'époque. Maintenant, en tant que président de la République, moi, je considère ne pas avoir à tutoyer le président de la République. Je vous vois le président de la République, ça me paraît tout à fait normal et républicain. Des SMS envoyés, échangés. Ça nous est arrivé. Oui, ça nous est arrivé. Oui. Ça vous arrive encore? Non, c'est fini ça. Non. C'est fini ça. Dommage parce que ça pourrait permettre un dialogue assez direct, non? Oui, bon. bien sûr. Vous dites que vous avez apprécié son côté cash, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est, en tous les cas, sur l'exercice tant secrétaire général de l'Élysée que Bercy, ça a permis d'avancer, c'est-à-dire que ça évite de tourner autour du pot et le fait de se dire les choses assez rapidement, y compris en matière d'arbitrage, permet la clarification des choses. Et donc ça, c'est plutôt positif. Vous l'appréciez toujours après un an de présidence? Alors, en tant que président de la République, je sais pas, après un an de présidence, je dirais que sur l'aspect c'est 20 sur 20. Sur l'aspect social, c'est la première année est en rattrapage. Oui, en rattrapage. Ouais. En rattrapage, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il vous méprise? Parce qu'il méprise les syndicats? Méprise. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais est-ce que vous avez la sensation qu'il vous méprise? Non, j'utilise pas ce mot-là. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan social, le candidat à la présidentielle avait exprimé le fait d'avancer sur deux pieds, en disant il y a la flexibilité d'un côté, il y a la sécurité de l'autre. La flexibilité, ça va. On a bien compris. On s'est bien pris en face. La sécurité, on attend toujours. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a les questions de méthode. On a un peu l'impression que sur la méthode, notamment vis-à-vis des organisations syndicales, c'est « je pense, donc tu suis ». En gros, je ne vous reconnais pas le rôle qui est le vôtre, au travers des négociations interprofessionnelles, à un moment donné, à contribuer à l'élaboration, à un moment donné, du modèle social. Donc, il y a ce problème de méthode. Et ensuite, il y a le problème de fond, qui est que, finalement, les politiques qui sont menées, au-delà de ne pas être sociales, elles visent à déprotéger les gens. Elles visent à individualiser, elle vise à casser les droits collectifs. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour notre République, mais même à terme pour notre démocratie. Les syndicats doivent être une force d'appoint des partis politiques, ou est-ce que le combat majeur des syndicats doit se dérouler dans les entreprises, dans les branches, pour obtenir de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires? Le syndicat doit être un syndicat et rien qu'un syndicat. En tous les cas, c'est comme ça que nous fonctionnons à Force ouvrière depuis 70 ans, c'est-à-dire en indépendance totale. Vous n'avez jamais adhéré à aucun parti politique, vous? À titre personnel, non. Mais le problème n'est pas là. Le fait que vous ayez à un moment donné quelqu'un qui soit adhérent à un parti politique et qui est également une carte... Quel qu'il soit. Dans l'absolu, oui. Même au Front National. Vous avez des militants FO qui sont au Front National. À un moment donné, il y a des problèmes de schizophrénie interne, mais qui peuvent être personnels. Mais en l'occurrence, nos statuts sont clairs. Vous pouvez très bien avoir une carte associative ou autre, etc., faire partie d'un courant de pensée idéologique ou autre, philosophique ou politique. Une fois que vous rentrez à Force ouvrière, une fois que vous exercez les mandats et que vous discutez avec les camarades, vous laissez tout ça au porte-manteau et vous ne discutez en toute indépendance qu'avec le filtre Force ouvrière. On l'a toujours été et on va le rester naturellement. Alors justement, le 26 mai prochain, est-ce que vous rejoindrez Jean-Luc Mélenchon et les militants de la France Insoumise dans la rue? On n'a pas appelé le 5, on n'appellera pas le 26. C'est une organisation, c'est une mobilisation d'ordre politique, parfaitement légitime sur un plan démocratique. Nous n'avons pas à nous en mêler et nous nous en mêlerons pas. Vous dites à vos militants, n'allez pas dans la rue ce jour-là. Je ne dis rien à mes militants, ce sont des grandes filles et des grands garçons, ils font absolument ce qu'ils veulent. Par contre, il n'y va pas. Si quelqu'un veut y aller, il n'y va pas avec l'étiquette Force ouvrière. Force ouvrière ne se joint pas au 26 parce que nous sommes une organisation syndicale et rien qu'une organisation syndicale. Et dans le contexte, réhabiliter l'action syndicale, réhabiliter l'engagement syndical, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a tendance à nous cornériser, on a tendance à une logique de syndicalisme bashing, à nous faire croire que quand vous êtes syndicaliste,
vous êtes là pour brûler des palettes et arracher les chemises. La réalité, c'est que quand vous êtes une femme, un homme qui s'engage sur le plan syndical, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez construire, vous voulez obtenir des droits nouveaux, vous voulez protéger, vous voulez défendre vos collègues de travail. L'engagement syndical, c'est un engagement qui est noble. Il est tout aussi noble que n'importe quel engagement associatif ou autre ou politique. Donc défendre les baleines, c'est parfait, c'est très bien. Défendre la planète, c'est très bien. Mais défendre les hommes et les femmes qui travaillent avec vous, c'est excellent. Absolument, mais absolument. C'est pas pour ça que j'ai d'engagement dans des associations, mais c'est aussi une dimension que nous avons voulu, comment dirais-je, intégrer sur un plan social et pour le compte des salariés, parce que le réchauffement climatique, ça concerne y compris le travail, les modalités de travail, les conditions de travail. C'est en opposition parfois avec la défense des salariés, la défense de l'environnement. Non, la question n'est pas de ne plus faire, la question est de faire autrement. On n'est pas pour de la décroissance, on est pour dire que régulièrement il faut faire autrement. Mais vous êtes pour la sortie du nucléaire ou pas, par exemple, Pascal Pavageau? Non, mais je suis. On ne prend pas parti sur ce sujet-là. Vous avez plein de salariés qui sont dans le nucléaire. Le nucléaire, au demeurant, qui est une énergie décarbonée. Donc à un moment donné, il faut fixer les paramètres qu'on a envie de fixer. Donc faut être cohérent avec, en tous les cas, les paramètres qu'on annonce. C'est bien pour ça qu'on ne fait pas de politique. Là-dessus, au moins, on a notre cohérence. On défend les salariés. Les salariés qui travaillent dans le photovoltaïque ont le droit à être défendus au même titre que ceux qui travaillent dans le nucléaire, que ceux qui travaillent dans l'éolien ou dans d'autres champs. Vous savez, en 74, ma confédération, Force ouvrière, revendiquait déjà une logique de mix énergétique. Donc de ce point de vue-là, on a le leçon à recevoir à 2 personnes. Bien, Pascal Pavageau, la SNCF aujourd'hui, 8e épisode de grève. Le Premier ministre va recevoir les 4 fédérations de cheminots dites représentatives à la SNCF. Vous n'y êtes pas? Si. Vous on y est êtes reçu à 13h30. Ah, vous êtes reçu aussi? Bien sûr. On est reçu à 13h30. D'abord, c'est une réforme du ferroviaire. Premièrement. Oui, c'est vrai, vous avez Premièrement. raison. Deuxièmement, nous sommes représentatifs, mes camarades sont représentatifs dans la branche de 1. Et ensuite, l'interlocuteur devient le Premier ministre. Le Premier ministre ne peut pas ne pas recevoir les confédérations. On a demandé dimanche dernier à être reçu. On a eu une réponse mardi dernier, mardi 1er mai, en nous disant qu'effectivement, on était reçu et on sera reçu à 13h30. L'UTP, l'Union des transports, des entreprises, le patronat a un rôle décisif à jouer, si j'ai bien compris. Mais tout le monde a un rôle décisif à jouer. Si on met aussi, pourquoi si on met pas le TGV avant les bœufs, comme l'a fait en l'occurrence le gouvernement, qu'est-ce qui se passe sur cette réforme? Il se passe que le gouvernement a utilisé encore de façon dogmatique sa vieille vision en disant je vais casser le statut parce que soi-disant le statut c'est l'ancien monde. Donc je casse le statut. Mais je ne sais pas, je ne propose rien d'alternative. Je ne sais pas comment ça va marcher demain derrière. Donc en gros il dit aujourd'hui j'impose de changer les règles du jeu, charge à vous après de vous réunir pour voir si le jeu est encore viable. Non, il fallait négocier, il faut discuter avant. Nous, ce qu'on demande, quand on demande la semaine dernière une logique de moratoire, de quelques jours, à la limite de... Combien de temps? Moins d'un mois. C'est de fait, on n'est pas à un mois près, franchement. Faut se calmer 2 minutes. La France, elle n'attend pas la casse du statut des cheminots pour pouvoir économiquement repartir et être plus compétitive. Donc, qu'on prenne un mois pour avoir une vraie négociation de branche, de manière à voir qu'est-ce que statutairement l'ouverture à la concurrence contre laquelle nous étions, mais qui aujourd'hui est imposée. Vous l'acceptez, l'ouverture à la concurrence? Nous sommes contre et nous pensons que ça va être une catastrophe. Par contre, il y a sur le plan statutaire, elle est sur la table. Sur le plan statutaire, vous vous souvenez que l'ouverture à la concurrence, par exemple, sur l'électricité, a entraîné que le statut historique s'étende. Ça crée un statut aujourd'hui des industries électriques et gazières. Exact. Pourquoi le schéma de ce type-là, qui est de dire le statut historique de la SNCF, ne pourrait-il pas s'étendre à niveau équivalent de droit à l'ensemble des entreprises concernées du fait de l'ouverture à la concurrence demain? Ça mérite bien une petite négociation et une petite concertation préalable avant de décider de façon totalement arbitraire, alors que l'Europe ne l'impose absolument pas sur l'ouverture à la concurrence, de casser le statut. On a un peu l'impression, encore une fois, qu'on est sur une logique idéologique. Le gouvernement... avec le président de la République, disent le statut, c'est l'ancien monde, donc j'utilise comme prétexte la réforme ferroviaire et l'ouverture à la concurrence pour casser et détruire l'ancien monde sans rien proposer en face. Parce que les négociations collectives, donc il faut les négociations de la convention collective dans le transport ferroviaire n'avançaient pas. Ça c'est vous qui le dites, c'est totalement faux. Elles avançaient? Mais il suffit. Attendez, la négociation ne s'use que lorsqu'on refuse de l'utiliser. Alors donc ces négociations ont avancé. Mais bien sûr, elles avancent au quotidien. Elles avancent au quotidien.
quotidien. La question là, c'est que vous avez un gouvernement qui arrive et qui dit... Vous demandez quoi? Une accélération de ces négociations collectives? Je demande un moratoire d'un mois en disant on attend. On vient d'avoir la première lecture sur la loi à l'Assemblée nationale. On peut attendre un mois avant de l'envoyer au Sénat. Et entre les deux, on ouvre une négociation ultra rapide sur la question du statut entre les interlocuteurs sociaux de la branche et on réouvre la concertation avec le gouvernement. Je ne sais pas si c'est avec Madame la ministre des Transports, je ne sais pas si c'est avec... on change de négociateur, mais on prend le temps, un mois, de discuter, de concerter, de négocier. Et on verra dans un mois. Mais la négociation, c'est entre les entreprises de transport, le patronat du transport et les syndicats de salariés. Vu la SNCF, il y a l'État. Il y a aussi l'État. Donc il n'est pas anormal d'avoir deux niveaux de concertation pendant un mois. La question de la négociation entre les interlocuteurs sociaux de la branche et la question avec la puissance publique via, par exemple, je ne sais pas quoi, un ministre quel qu'il soit. Pascal Pavageau, l'État, si j'ai bien compris, ne veut pas revenir sur l'ouverture à la concurrence, ne veut pas. Enfin, peu importe. Fin du recrutement au statut, ça c'est un point sur lequel... C'est idéologique, dogmatique. Oui. Et c'était absolument pas imposé. S'il y a une négociation collective, bon, le statut de lui-même... Le statut du cheminot va disparaître. C'est faux. L'exemple des IEG est un bon exemple. Encore une fois, si on demande un nouveau statut, c'est un élargissement. En tous les cas, il y a des solutions autres que le fait de dire je casse tout et après débrouillez-vous avec le champ de ruines pour voir si c'est encore viable. Or, c'est la pratique du gouvernement et c'est là qu'est le risque. C'est refuser aux interlocuteurs sociaux le rôle de leur reconnaître le rôle qu'ils peuvent avoir à un moment donné dans la proposition de solutions ou dans la construction d'évolution du modèle. Si sont négociés le plan compétitivité de la SNCF, la future convention collective des salariés du ferroviaire et la dette, ça vous va? La dette, c'est pas vraiment une question de négociation. On attend de savoir ce que l'État veut en faire. On ne négocie pas véritablement la reprise de la dette. Par contre, c'est intéressant de savoir ce que le gouvernement veut faire. Maintenant, sur les autres points, on n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir discuter et concerter. Vous pensez qu'on peut en sortir là? La réponse ne nous appartient pas, elle appartient au Premier ministre, dans la journée. Mais visiblement, c'est mal barré. C'est mal barré. D'après vos informations, c'est mal barré. On verra ce soir. En tous les cas, c'est ce que nous demanderons. Donc on ne vienne pas nous dire ensuite que c'est les organisations syndicales qui ne veulent pas discuter. Qu'on ne vienne pas nous dire ensuite que c'est les organisations syndicales qui font la chaise vide. Pour pouvoir aller à la table de négociation, il faut justement mettre des chaises. Non, mais ça a évolué quand même. Certaines organisations syndicales étaient plus fermes que ça, plus fermes que vous, enfin, dans leur position, non? Je sais pas, on verra dans la journée et la série de bilatérales. Au début, c'était retiré. Pardon, vous avez entendu les organisations mais parce que la réforme est idéologique. Syndicales qui demandaient le retrait. Mais nous avions raison. Vous ne demandez plus le retrait aujourd'hui. Mais on demande globalement le retrait de la réforme par le biais d'une logique de moratoire, qu'on laisse le temps au temps avant de reprendre les choses. Une renégociation, c'est ça? Non, une négociation tout court. Bon, Pascal Pavageau, Air France. 13 jours de grève, 13 journées de grève. Est-ce que la survie de la compagnie est en jeu? Non. Non, la question. La compagnie est dans une situation qui vient de perdre 300 millions, nous explique-t-on, uniquement de la responsabilité de la direction. Encore une fois, refus de négociation, refus d'avoir un dialogue entre la direction et les organisations syndicales, contournement des organisations syndicales, en disant on fait un espèce de référendum. On a vu la réponse de l'ensemble des salariés. Vous savez, à un moment donné, qui contourne les syndicats vous pensez qu'Air récolte France le ne se met pas en danger? Là, vous pensez que vous ne mettez pas en danger la compagnie? Pas nous, eux, la direction d'Air France. Vous, ensemble. La position de la direction et la direction et vous était totalement aberrante. La direction vous proposait 2%, mais on l'a dit depuis le début. par an. Mais sur les années suivantes. La négociation n'a pas eu lieu. Elle n'a pas permis de terminer, de savoir s'il pouvait y avoir un accord ou non. La négociation s'entame. Elle est à nouveau de façon très dogmatique au niveau de la direction en disant c'est comme ça et il y a rien à discuter. Et comme ça ne marche pas, dit de toute façon maintenant je vous renvoie dans vos buts et je passe par une logique de référendum. Et le Premier ministre a fait une erreur de prendre position, sur le sujet. Le référendum maintenant c'est derrière nous, le PDG va partir. Maintenant, vous demandez. C'est pas le sujet. Personne n'a demandé le départ. On est bien d'accord. C'est pas le sujet. Voilà. Pas d'argent public, dit Bruno Le Maire. Il n'est pas question. L'État est encore actionnaire à 14% d'Air France. Est-ce que l'État
doit sortir de cette compagnie, non, il doit pas vendre sortir, sa mais participation. Non, mais est-ce que l'État doit vendre sa participation? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais pourquoi? Mais parce que ça fait encore. Mais parce que ça fait. D'abord, c'est un actionnaire public qui doit demeurer et qui doit avoir un rôle de stratège. C'est pas parce que l'État se refuse depuis des années à avoir une stratégie dans les transports. Est-ce que l'État a toujours été un bon stratège? Non, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. C'est pour ça qu'il faut qu'il sorte, non? Non, je suis désolé. Ça, ce serait le meilleur moyen pour dire, finalement, je me lève les mains de tout, etc. Au contraire, il doit, parce qu'il pèse à peu près 17% au niveau de l'entreprise, au niveau actionnariat de l'entreprise, il doit s'exprimer à hauteur de ce qu'il pèse. Et il aurait dû, par exemple, sur la question du référendum. 14,3%. D'accord, ok, donc 14%. Excusez-moi. Oui, mais ça veut dire que dans ces cas-là, même au titre simplement de 14%, il aurait dû dire à la direction en disant, ne faites pas l'erreur absolue et intégrale d'aller sur une logique de référendum. Finissez la négociation. Ne contournez pas les organisations syndicales. Ça aurait dû être sa responsabilité. Donc non seulement l'État doit demeurer, mais il doit redevenir sur ce qu'il devrait être depuis toujours, en l'occurrence avec les entreprises dans lesquelles il a des parts, c'est-à-dire un État stratège et un État copilote. Pascal Pavageau, Sabena, Alitalia, Swissair sont des compagnies qui ont disparu ou pratiquement disparu. Mais Air France ne disparaîtra pas. Vous pensez? Non, bien sûr. Enfin oui, bien sûr. France, donc Air vous France répondez, Air France n'est pas en danger aujourd'hui. Mais toute entreprise aujourd'hui, dans un système ultra concurrentiel, doit pouvoir se positionner. S'il y avait eu un accord avec, je sais quoi, c'est 25 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, des dividendes records, enfin un résultat record au niveau de l'entreprise. S'il y avait eu un accord qui avait permis de redistribuer une part, 5-10% de la richesse produite cette année-là, comme le demandaient les organisations syndicales au niveau de l'entreprise, premièrement, on n'en serait pas à 300 millions de pertes pour rien, de lancer en l'air, et d'autre part, on aurait au contraire quelque chose de beaucoup plus compétitif parce que l'ensemble des salariés s'y seraient retrouvés dans justement cette juste répartition de la richesse qu'ils ont produite. Pascal Pavageau, la grande réforme future, c'est la réforme des retraites. Enfin, l'une des grandes réformes futures, la réforme des retraites. J'imagine que là, vous avez beaucoup travaillé déjà sur le sujet. Alors, disparition de tous les régimes spéciaux, vous l'accepterez ? Non, mais tout dépend où est le curseur. C'est-à-dire que là encore, on a une position qui est annoncée par le président de la République de nous dire on va vers une logique potentiellement par points. Bon, donc déjà, on change totalement le mode de fonctionnement avec un risque d'individualisation, parce que le risque, c'est de maintenir notre répartition entre les générations et notre solidarité intergénérationnelle, et de fait de garder des systèmes collectifs, c'est-à-dire que le droit à la retraite soit adossé à des statuts, c'est-à-dire encore une fois à du collectif. Le risque par point, c'est que finalement, individu par individu, on ait tous nos petits points pour prendre à la retraite, et qu'en plus, en individualisant la fin de parcours, on individualise l'ensemble du parcours. Donc le premier risque, il est, je dirais, quasi philosophique sur le modèle de société, c'est-à-dire de risquer d'individualiser l'ensemble des parcours professionnels. Le système sera peut-être hybride, enfin, nous verrons bien quand nous aurons le texte. Nous verrons bien. En tous les cas, on voudrait bien ouvrir la discussion. Moi, j'entends de temps en temps, à une semaine d'intervalle, le fait qu'on pourrait avoir une logique d'universalité des régimes, c'est-à-dire garder les régimes, mais essayer de les faire converger en termes, je dirais, de mode de fonctionnement, ce qui maintiendrait au moins les régimes, ou une semaine après, de nous dire il faut fusionner l'intégralité des régimes avec un régime unique par point. C'est pas du tout la même chose en termes de méthode. Donc ce qu'on attend, c'est que, nous on n'était pas demandeurs, celui qui pilote cette affaire-là, c'est-à-dire en l'occurrence le président de la République, nous dise vers quoi concrètement il veut aller, de manière à ce que la concertation, elle soit loyale, de manière à ce que la discussion, elle soit loyale et sincère, qu'on sache exactement vers quoi on va. Ensuite, en matière de méthode, ce que nous ne voulons pas, puisque le gouvernement n'aime pas les grèves perlées, on voudrait pas une réforme perlée. On voudrait pas que pendant qu'on discute, pendant qu'il y a de la discussion générale avec le haut-commissaire chargé des retraites, le gouvernement avance masqué avec plein de petits éléments au travers d'une réforme sur le ferroviaire, d'une réforme sur les entreprises, d'une réforme à nouveau sur le code du travail ici ou là, et au travers de plein de petits cavaliers législatifs au travers des lois, crante un certain nombre de choses en matière de retraite qui ferait que dans un an, quand on a terminé la discussion, on se retrouve avec l'ensemble du package qui est déjà arbitré. Où en êtes-vous avec le
le commissaire en charge des retraites de Jean-Paul Delevoye. Il y a eu des échanges, moi, l'impression. Oui. On attend qu'il donne le feu vert pour l'ouverture concrète de la concertation, mais encore une fois, qu'on connaisse, là encore, les règles du jeu vers lesquelles le gouvernement veut aller. Il semble, en l'état, que les arbitrages ne lui soient pas rendus, et donc qu'il soit dans l'impossibilité de dire exactement vers quoi il faut aller. Dernière chose, le 22 mai, vous serez avec la CFDT et la CGT pour défendre la fonction publique. On sera toutes les organisations syndicales représentatives dans la fonction publique seront dans la rue. Ce n'était pas le cas le 22 mars, ce sera le cas le 22 mai. Pour la défense du service public républicain et notamment, y compris du statut de la fonction publique. Vous défendez le statut ou vous demandez, je sais pas moi, des hausses de salaire, j'ai vu, évidemment, la fin du gel du point d'indice, rétablissement du jour de carence. Il y a beaucoup de revendications qu'on pourrait qualifier de catégorielles, de rétablissement du jour de carence, pour vous, c'est indispensable? Oui, bien sûr. Et de même, le rattrapage de 16% de perte de pouvoir d'achat dans la fonction publique depuis 2000, ce qui est quand même assez significatif. Donc il y a tout un tas de revendications très spécifiques pour les 5,4 millions de femmes et hommes de la fonction publique, mais il y a aussi une défense du service public républicain qui est aujourd'hui attaquée comme jamais, qui est fragilisée comme jamais. On l'a vu par exemple au travers des EHPAD ou de l'hôpital public, on l'a vu la semaine dernière au travers des finances publiques, du réseau de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques. Il y a des attaques systématiques dans tous les champs, dans tous les domaines, à l'éducation, dans la santé, dans l'ingénierie publique, dans la sécurité, où il manque soit de moyens, soit à un moment donné de volonté politique de réaffirmer ce que sont ces femmes et ces hommes, c'est-à-dire au quotidien, nos héros du quotidien, notre fierté républicaine, ils œuvrent, vous savez, c'est le bien de ceux qui n'ont rien, globalement le service public républicain, et ils sont là pour rappeler que le service public, il fait partie intégrante de notre modèle social, il fait partie intégrante de notre solidarité nationale, et d'une certaine manière, il est un peu comme la sécurité sociale, c'est-à-dire que on cotise via l'impôt, ou on paye via l'impôt selon nos moyens, mais on en bénéficie selon nos besoins. Et ça, c'est un modèle collectif auquel nous tenons. Il est fondamental dans notre République et dans ce modèle collectif qui a permis à ce que 93% des travailleurs de ce pays record du monde soient couverts par une convention collective ou par un statut, que ce modèle social, il soit pérennisé. Et là, on a le sentiment, au travers des attaques sur les statuts, au travers des attaques sur le code du travail, au travers des attaques sur la sécurité sociale, que, encore une fois, la vision du président de la République et du gouvernement, c'est de tout casser et d'individualiser. Il a cité, à la fin, le président de la République a cité Kennedy en disant ne vous demandez pas ce que la nation peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la nation. En l'occurrence, avec le président de la République, c'est plutôt ne vous demandez pas ce que la nation peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour toi. Cette logique d'individualisation et de chacun pour soi, au final, ce serait la jungle, et nous sommes dans une république publique et nous défendons l'égalité de droit. Bien, merci Pascal Pavageau. Il est 8h57. Vous êtes sur RMC BFM TV.